Bonjour et bienvenue donc à cette conférence Découvrir les clés pour harmoniser l'âme et le corps. Donc, je vois qu'il y a des personnes qui arrivent de nouveau encore, donc on va laisser le temps aux gens d'arriver quand même quelques instants. Alors, donc, moi, mon nom est Sylvain Bélanger et je vais être celui qui va gérer la conférence, puisqu'on va être trois aujourd'hui. Donc, la conférence va se présenter en quatre étapes, si on peut dire ça comme ça. Donc, le premier volet, ça va être la présentation de mon ami Benoît Leroy, qui est un expert en massage ayurvédique et qui va présenter un petit peu euh, l'intérêt du massage ayurvédique. Et puis, évidemment, bon, la liaison qu'il voit est intéressante avec l'intuition et tout ça. Et puis, moi, je viendrai en deuxième temps faire une petite présentation de ma façon, de quelle façon que l'intuition et les soins énergétiques peuvent s'appliquer donc au massage, plus particulièrement au massage ayurvédique. Puis ensuite, il y aura donc la présentation du stage qui va avoir lieu donc à la fin novembre. Ça, on y reviendra donc sur cet aspect-là, ça va être sommaire hein, comme présentation. Puis après ça, évidemment, il y aura des questions et réponses. Et moi, je fais une démonstration à ce moment-là. Et je prendrai le temps avec Benoît de vous montrer un petit peu comment la combinaison des deux comment on pourrait parvenir à combiner l'intuition, les soins énergétiques et le massage lors de cette petite démonstration-là. Et puis, évidemment, moi, je suis avec Benoît et je suis avec Nathalie. Donc, je vais peut-être inviter Benoît et Nathalie de se présenter sommairement, puis on va commencer officiellement donc, la conférence. Si vous avez des questions, des réflexions, bien évidemment, vous pouvez toujours par le chat me le faire savoir ou encore, évidemment, me faire un petit signe là, comme quoi vous voulez prendre le micro et je vous le donnerai. Donc, Benoît et puis Nathalie, vous voulez peut-être vous présenter? Nathalie, vas-y. Ah ben oui, voilà, donc moi c'est Nathalie, Nathalie Desmarais. Je suis en fait maintenant organisatrice de voyage pour Oulinou Voyage. Oulinou qui signifie mon cœur en berbère, donc mon cœur voyage. Et je réalise principalement des voyages bien-être, des voyages initiatiques. J'organise également avec mon mari Ahmed des randonnées dans les vastes espaces naturels. Et donc voilà, et je suis également donc celle qui va vous héberger durant cette magnifique formation. Je te remercie, Nathalie. Benoît, maintenant, si tu veux bien te présenter, puis ensuite, ben, tu peux peut-être commencer la petite conférence que tu vas nous présenter ensuite, si tu le veux bien. D'accord. Moi, c'est Benoît Je vais- Leroy. Attends, je vais peut-être te donner accès je vais t'afficher pour que tu sois animateur, pour qu'on puisse te voir. En plein écran. En gros, voilà, exactement. Donc, tu peux t'épingler. Vas-y, Euh, tu peux commencer, vas-y. OK, maintenant, c'est bon. Tu peux y aller. Tu peux y aller maintenant, Benoît. bon, moi, c'est Benoît Leroy. Donc, je vis en Belgique et je suis dans l'Ayurveda depuis 20 ans. Donc, voilà, je pratique les massages, je pratique aussi la cuisine ayurvédique et je donne des formations. Je connais Sylvain depuis presque 20 ans aussi. Et quand il vient en Belgique, ben, on se voit, on a le plaisir de se voir. Et je lui parlais des massages. Parce que les massages, je vais en partir directement sur l'Ayurveda. L'Ayurveda, c'est une médecine indienne qui existe depuis plus de 10 000 ans. Et les deux premiers médicaments de la médecine indienne, c'est l'alimentation et les massages. À chaque fois que je vais tous les ans en Inde, que je sois chez des médecins ou dans les hôpitaux, les premiers médicaments qu'ils donnent, c'est vraiment l'alimentation pour réguler les doshas et les massages pour également réguler les doshas. Parce que en Ayurveda, ils disent qu'on est un microcosme dans le macrocosme et que tous les éléments qui sont à l'extérieur sont en nous. Donc, on a l'éther. L'éther, c'est la reliance. On a la terre, le feu, l'eau et la terre. Et de ces 5 éléments, ils en ont fait 3 doshas, qui sont un peu les humeurs, si vous voulez. Il y a Vata, qui est l'air et l'éther, Pitta, qui est le feu et l'eau, et Kapha, qui est la terre et l'eau. Et s'il y a des déséquilibres, on a toujours des déséquilibres chaque jour, mais on peut en avoir des plus grands. Et donc, là, ça peut créer des maladies
Et c'est avec le massage. Dans le massage, on va rééquilibrer les énergies par les points Marma d'abord, qui sont des points énergétiques importants. Il y a 72 000 points énergétiques et les points Marma sont recentrés en 107. Et par les massages et les huiles, on va rééquilibrer ces doshas et l'énergie. Et je m'aperçois depuis 20 ans que quand on comprend ou quand il y a souvent, quand les gens viennent à la maison se faire masser ou quoi, il y a des tensions qui sont dues aussi, et ça pour l'Ayurveda aussi, au niveau des maladies, et tout est dû à des émotions, à des chocs, à ce qu'on vit. Et donc, un médecin ayurvédique, il va vous faire parler, il va prendre le corps en entier, mais il va prendre non seulement votre corps, mais tout ce que vous vivez à l'instant présent. Et de là, il va pouvoir vous aider. Ben, en massage, c'est la même chose. Et c'est là que j'avais demandé une fois à Sylvain, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une formation ensemble? Parce que si le masseur comprend le blocage qu'il y a au niveau du corps, et que la personne en prend conscience, les muscles vont relâcher beaucoup plus vite. Je me rappelle, j'ai un exemple, j'ai un ami qui avait une pointe ici et il me raconte qu'il est en train de créer quelque chose avec 4 amis et il n'est plus d'accord avec ses amis. Et la façon dont ils veulent gérer et tout, je dis, ben, t'as qu'à sortir, alors tu sors de là et ça ira mieux. Et il m'a rien dit, il a dit, OK, oui, je vais réfléchir. Et le lundi, il a été à la réunion et il a dit, voilà, je ne suis plus trop d'accord, donc je vais sortir du groupe et je ne vais pas faire la réunion et je vous laisse continuer le projet. Et il m'a dit, quand je me suis assis dans la voiture, je n'avais plus mal ici. Donc vraiment, c'est très important de pouvoir comprendre d'où viennent les problèmes. Il y a effectivement des tensions musculaires dues à la vie, dues au sport, dues au stress. Mais si on commence à comprendre mieux ce qu'on vit, euh, euh, les blocages qu'on pourrait avoir, à ce moment-là, ça va vraiment aider dans le massage. C'est le pourquoi je voulais vraiment m'associer avec Sylvain qui a un outil vraiment précieux et top pour que les personnes puissent apprendre les deux et en sortant de la formation puissent connaître le massage. On va apprendre l'Abhyanga qui est en Inde. Les Abhyanga, Abhyanga, ça veut dire massage à l'huile chaude de tout le corps. Maintenant, il y a autant d'Abhyanga qu'il y a de centres ayurvédiques en Inde. Donc, mais la base reste plus ou moins la même. Et celle que j'en ai appris 3, 4. Et pour le moment, j'enseigne une que j'avais appris avec des amis qui font du Kalari massage. Le Kalari massage, c'est un massage avec les pieds. Mais avant de masser avec les pieds, il faut un Abhyanga à la main. Et c'est ça qu'on verra et on le couplera avec l'écoute imaginaire. Et je peux me permettre, Benoît? Oui, Oui. L'adage qu'on dit masser comme un pied, ça se dit dans ce contexte-là ou... non, Excusez-moi. non. J'en connais un qui pourrait masser comme un pied, mais Louise voudrait vous poser une question, Benoît, est-ce que tu lui permets? oui. Oui, bonjour Benoît, bienvenue, Nathalie aussi. Bonjour Sylvain et tout le monde. J'aimerais poser une question concernant si, mettons, il y a une tension à un endroit dans le corps et on n'a pas suivi soit l'écoute imaginaire ou la pleine conscience intuitive ou des cours de massage de Marma ou Abhyanga ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est possible de masser quand même la région ou c'est préférable de faire un processus spécial?
Alors, si vous écoutez votre corps, le corps est intelligent et il vous fera faire juste ce dont il a besoin. C'est bon. Merci. Souvent, souvent, on va se gratter, on va aller. J'ai des élèves, quand ils voient les points marma, ils disent, ah, mais maintenant je comprends pourquoi je vais me masser là. Le corps, comme la nourriture, hein. Au niveau de l'alimentation, l'Ayurveda dit que nous sommes uniques, hein. On a un système digestif unique. Donc, on ne peut pas généraliser euh, pour tout le monde, puisque vous avez votre propre digestion et moi j'ai la mienne. Et donc, on peut, si vous écoutez bien votre corps, c'est ce que j'explique aux élèves, c'est le meilleur diététicien au monde pour vous. Si vous écoutez, et c'est là le problème, c'est vraiment écouter le corps, il vous dira la quantité dont il a besoin et ce dont il a besoin ce jour-là. Et si vous vous massez, si vous y allez à votre intuition, euh, vous serez bon. Merci beaucoup. Avec J'ai plaisir. j'ai une question, Benoît. Oui. Tu as parlé du massage ayurvédique, mais j'ai pas très bien compris l'intérêt thérapeutique associé au massage ayurvédique. Peux-tu nous l'expliquer un peu plus? Alors, le massage ayurvédique travaille beaucoup plus en profondeur. On travaille sur le corps et l'esprit en même temps. Et donc, il va aller travailler plus en profondeur. Donc, il y a toujours des médecins en Inde, il y a toujours un médecin qui suit les masseurs, hein, ou il est masseur lui-même. Mais donc, j'expliquais les points Marma. Ceux qui ont étudié les points Marma, on va aller ouvrir tous ces points. Pour les médecins, ici je ne sais pas au Canada, mais ici en Europe, les médecins tiennent compte que du circuit sanguin et lymphatique. Et en Inde, on s'occupe du circuit énergétique. Et pour eux, c'est vraiment même quasi plus important que les deux autres. C'est-à-dire que si les points énergétiques sont fermés, tout va être bloqué et une maladie va pouvoir se former peut-être, hein. Donc, le principe, c'est d'ouvrir tous les points énergétiques en passant dessus. Si on ne connaît pas les points énergétiques, ce n'est pas grave parce que la Byanga passe systématiquement sur tous les points énergétiques. Et donc, on peut même inconsciemment passer sur ces points énergétiques et passer dessus de temps en temps suffit à les rouvrir. Est-ce que je peux me permettre encore? Oui, Les dharmas, est-ce que c'est ça, les points énergétiques? pardon? Les dharmas, ce que tu appelles des dharmas, c'est ça les points énergétiques ou Marma, marma. marma, excuse-moi, marma, oui. Le dharma, c'est ce que tu fais après les karmas. Les karmas, c'est les actions que tu dois faire pour avoir une vie paisible. Et vers les 60 ans, tu es dans ton dharma, ce que tu es ici sur Terre, tu dois faire ici sur Terre. Mais Mais maintenant, les marmas, oui. les marmas, c'est dans d'autres médecines, les Chinois ont fait le shiatsu, si tu veux. L'acupuncture, elle vient d'Inde, mais Bouddha n'en a pas voulu parce qu'il trouvait ça trop violent. Les Chinois ont repris. C'est quasi les mêmes points, hein. Il n'y a pas en shiatsu, je ne sais pas combien de points il y a. En acupuncture, tu as entre 350 et 650 selon les écoles. Et on va travailler tous sur les points énergétiques. Donc, ce que tu dis, c'est que les points d'acupuncture puis les marmas, ça peut être la même chose. C'est la même chose. Ah, On OK. est, on est tous, on est tous sur. Il n'y a rien qui. C'est comme je disais, la Byanga, tu as autant d'Abhyanga que de centres ayurvédiques, mais la base est la même. L'acupuncture, la base est la même que les marmas. Les marmas, c'est 100 et 7, mais ça va
rayonner. Donc, tu peux avoir un rayon d'un centimètre à 5 centimètres. Ça va rayonner, ça va reprendre les 72 000 points, en fait. Mhm. Et quand c'est fermé, la personne le sent parce que ça fait mal. Il y a des fois où, pour répondre à la question, c'est Louise qui pose. Il y a des fois où on a mal et même en radio, on ne voit rien parce que l'énergie est bloquée. Et en radio, on ne sait pas prendre euh, une photo de l'énergie, quoi. Tu comprends? Et donc, Mhm. le massage, en, en Abhyanga, on va aller travailler sur toutes les couches musculaires, mais aussi d'abord sur tout ce qui est énergétique, qui est en superficie du corps. Oui, Louise veut parler. Oui, s'il vous plaît. Est-ce que je peux poser une question concernant, exemple, je vais prendre dans mon cas, sur le bras, j'ai comme Oui, on dirait un amas d'énergie, mais qui s'est densifié, qui est sensible au toucher. Je ne crois pas que c'est une veine qui est bloquée, mais je crois que c'est peut-être un lipome qui commence, mettons. Est-ce que je pourrais utiliser comme la conscience intuitive pour poser la question, oui, qu'est-ce qu'il faut? là où ici, on voit pas mon. Ben, on ne le voit pas, il est en formation. Oui, mais à peu près où vous appuyez, c'est un point marma. Ah, ici. Oui. Il y a un point énergétique là. Est-ce que c'est, admettons, le point lui-même, puis qu'il a juste besoin d'être débloqué? Vous pouvez masser hein, en tournant Oui. dans le sens des aiguilles d'une montre. Quand je regarde ou quand je reçois? Non, Ah, il y a mon ordi qui déconne un peu. Il est au ralenti. Voilà. Quand, quand Ici, je masse dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est comme quand je reçois le soin, c'est ça? là, vous êtes à l'envers pour moi. Mon bras droit, c'est mon bras droit. Et, j'ai mon ordi ne répond pas toujours bien. Il faut tourner dans le sens des aiguilles. Et là, vous êtes à l'envers. OK, Voilà, comme ça. OK. Donc, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre quand on le regarde. Oui. OK. Donc, le corps se trouve à être l'horloge et les aiguilles d'une montre circulent ça circule dans le sens des aiguilles d'une montre quand on masse, mais comme si notre corps ce serait l'horloge. De cette façon-là, on sait qu'on va toujours dans le bon sens. On va toujours dans le sens des aiguilles pour ouvrir. OK. Ouais, je pense que ça commence à faire effet. C'est encore sensible, par contre. Ah oui, mais de temps en temps, c'est long parce que euh, ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est sur plusieurs. Combien de temps qu'on peut penser, mettons, que ça prendrait pour le libérer complètement? Vous pouvez, parce que c'est peut-être sur plusieurs couches, donc faites ça. Faut pas le faire non plus 1 heure, 3 minutes maximum. Et puis demain, vous en faites 3 minutes encore. Merci. Merci beaucoup, Benoît. Merci. Joanne aurait une question, je crois, Benoît aussi. Oui, j'aimerais savoir, est-ce que les marmots sont en lien avec les chakras? Vu que les chakras, c'est tout, Alors, ça, les c'est chakras, des ils énergies. sont à part. Ils sont à part. Ils sont à part? OK. Ils tiennent compte des chakras, mais les chakras sont à part. C'est autre chose. OK. Moi, je pensais, mettons, que si c'est au niveau du cou, ben, ça serait relié avec le chakra de la gorge. Mais c'est pas forcément ça. OK. C'est pas forcément ça. Mais OK. le Merci. chakra de la gorge, oui.
Ici, derrière, on a deux points marma. Et souvent, quand on masse et tout, là, si c'est vraiment coincé, il y a des choses qui n'ont pas été dites, il y a beaucoup de choses aussi. Donc, ça a un lien, mais eux euh, font différencient les marmas des chakras. Le fait que tu avais montré en arrière ici, là, parce que moi, en lecture intuitive, l'autre fois, j'ai vu comme un gros blocage là. Là, je voyais comme un, je sais pas si c'était un ligament ou quoi, là, mais je voyais comme une forme. Puis il y avait quelque chose d'entouré autour, puis ça n'aurait pas dû être là. Puis ça faisait vraiment mal. Puis j'ai travaillé là-dessus. Puis vous dites que c'est relié à des non-dits. Est-ce que le fait que c'était à ma droite plutôt qu'à ma gauche, elle a un lien quelconque avec, je sais pas, quelque chose? Ou Là, je sais pas si tu es relié à... c'est à vous à connaître un petit peu votre histoire, quoi. Hein. Non, mais Mais je veux dire, ici si tu es relié au derrière, vous avez masculin, au deux féminin, points. ou des fois à droite, à gauche. Des fois à droite, à gauche, c'est relié avec le masculin, le féminin. Oui, c'est ça. Ou la relation à l'homme, la relation à votre masculin, la relation au père. Mais ici, il y a deux points, effectivement. Hein. Et vous pouvez aller masser un petit peu dans le sens des aiguilles d'une montre aussi. OK. Mais Merci. c'est des tensions parce que ça se trouve au niveau du trapèze. Hein. Donc le trapèze démarre à l'axe occipital et puis redescend en dessous des omoplates. Hein. Et tout ça, et ça revient jusqu'ici. Donc ça peut bloquer aussi l'épaule, hein, le trapèze. Et Merci. dessus, il y a déjà 3 points marma sur le trapèze. Mais il y a d'autres muscles en dessous. Hein. Il y a 4 couches de muscles au niveau du dos. OK. Donc, il faut dénouer tout ça. C'est pour ça que ça prend aussi un peu de temps. Un peu comme dans les bras. Benoît, il y a une question sur le chat. Les Oui, marmas sont-ils des points d'acupuncture? je pense, j'avais été regarder une fois les points d'acupuncture. Il y en a à peu près, oui. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne connais pas le shiatsu, mais je pense ils doivent être à peu près au même niveau que les points marma, tu vois. Les points d'acupuncture, il y en a qui passent sur les points marma, oui. Hmm. Euh, Par contre, ouais, en, par contre, les points d'acupuncture sont reliés à des organes. Toi, le marmage, si je comprends bien, c'est pas relié à des organes. si, si. Ah, OK. Ça peut être lié aux organes et aux muscles, à la circulation. Mais est-ce que c'est comme, tu sais, comme en acupuncture, par exemple, tu vas dire méridien de la vésicule biliaire, tu regardes le méridien, il n'y a aucun rapport avec l'organe lui-même. C'est vraiment un circuit énergétique qui n'a pas vraiment de lien avec l'organe comme tel. Est-ce que les marmas, c'est un peu la même chose? Alors, au niveau des marmas, tout est relié par des nadis. Les OK. nadis, c'est les canaux énergétiques. C'est les Chinois qui ont fait les méridiens. Et j'ai un ami qui a étudié le shiatsu, qui fait l'Ayurveda. Et une fois, on travaillait ensemble à Tapovan en cure. Et je lui dis, tiens, qu'est-ce que ça t'amène, le shiatsu? Il m'a dit, je comprends mieux le corps parce que lui étudiait tous les méridiens que nous, on n'a pas. OK. Mhm. Et effectivement, quand on appuie sur des points marma, les clients me disent, ah, mais ça va jusqu'au pied, alors que je suis ici ou Euh, j'ai libéré une fois, c'était une dame qui venait pour une sciatique. Et le troisième jour, et normalement ça devrait être parti, elle me dit, j'ai encore un point juste en dessous de la fesse. C'est un point Marmaos. Et je voyais aucune tension et tout. Et je me suis dit, comme c'est en diagonale, donc la jambe gauche est reliée au bras droit. Hein. Et j'ai été masser un point au niveau de l'omoplate et elle me dit, oh, ça vient de sauter. Donc j'ai été libérer le point en dessous de la fesse
à côté de l'omoplate. Mais ce sont des méridiens, certainement. Nous, c'est des nadis. Il n'y a pas de nom sur les nadis. Merci. Louise a une question. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que dans les circuits énergétiques du corps, c'est tout relié par des nadis, puis ces nadis-là, quand ils se joignent ensemble, ça fait les points marmots? Non, les points marma, c'est des points bien précis, mais qui sont reliés entre eux par des nadis. Mais comme vous connaissez les méridiens, par exemple, c'est peut-être plus facile pour vous les méridiens que les nadis, et je suis sûr que c'est les mêmes trajets. Ils se trouvent sur le méridien. OK. Merci, Benoît. Donc, si on prend bien, les marmas sont comme des points plus importants que les nadis. Les nadis sont les canaux énergétiques. Et les OK, points marma sont les... Oui, c'est les points. d'accord. Puis les Bon, chakras, je sais que les chakras sont un ensemble de nadis. Je ne me rappelle plus c'est combien de nadis qui regroupent un chakra, il me semble, hein. Je me trompe peut-être, là, mais il me semble. oui, le chakra rayonne beaucoup plus que le marma, hein, au Hmm. niveau des reliances nadis et tout. Je ne sais plus non plus combien il y a. Mais les chakras rayonnent beaucoup plus. Mais Mhm. les marmas, c'est des points beaucoup plus précis. Donc, il y a Et une autre question ici. Les chakras sont des nadis. Une question. non, non. Les chakras sont un centre énergétique assez puissant et après, ça rayonne dans les nadis. Mais il me semble que les chakras sont comme une composition de beaucoup de nadis ensemble. Selon la tradition indienne, il me semble que c'est quelque chose que j'avais déjà lu. Alors ça, je n'ai pas entendu parler, mais Non, peut-être, OK. C'est faudrait peut-être. Ouais. qu'ils cherchent. Mais si tu veux, on peut prendre, ben moi je connais que par ici, euh, euh, tu as Liège et tu as Bruxelles ou Maastricht qui est un peu plus près. C'est relié par la Meuse, tu vois, par le fleuve la Meuse. Et ben, les Marmas, c'est Maastricht et Liège, et le Nadis, c'est la Meuse. Hmm. D'accord, ouais. Et donc, l'ensemble est pour eux, c'est vraiment important de travailler toute l'énergie du corps. Et dans l'écoute intuitive aussi, tu vas aller débloquer de l'énergie. Donc, c'est très complémentaire là-dessus. C'est pour ça que je vois vraiment bien les deux ensemble, tu vois. Parce que, comme je disais au début, c'est que le médecin, il va aller. J'étudiais avec un médecin à Pondichéry et tout. Il m'expliquait qu'une dame était venue, elle avait mal, je ne sais plus où. Et puis, en discutant, il a vu qu'il y avait un conflit avec son mari, mais que ce conflit, il lui a fait remarquer que c'était infime. C'était vraiment rien du tout. Et elle dit oui, c'est vrai que ça vaut pas la peine de se disputer pour ça. Eh ben, elle est sortie sans massage, sans médicaments et tout, mais elle n'avait plus rien. Elle allait Mhm. beaucoup. Donc, en médecine ayurvédique, ils vont prendre le temps de comprendre ce que tu vis. Et toi, dans ton écoute intuitive, tu vas aller voir un petit peu ce qui se passe dans la vie aussi. Mhm. D'où je trouve que les deux sont importants. Est-ce que Maintenant, tu penses. Ouais, ouais. je- je ne dis pas que tout le monde, euh, tous les patients potentiels sont ouverts à entendre, hein, mais on peut se le dire dans la tête. Dire, tiens, il y aurait peut-être eu ça ou ça. On peut se le faire soi-même, ce truc. Quand on peut le demander aux gens, on va le faire, hein. J'explique parce que j'ai un monsieur qui a 80 ans et vraiment ses jambes étaient bloquées. Je dis, il y a autre chose, quoi.
que musculaire et tout. Mais je me voyais mal aller chercher avec lui. Je l'avais envoyé chez une dame qui lui a dit des trucs. Et il n'était pas content d'entendre tout ça. Et je le savais, c'est pour ça que je l'avais envoyé autre part. Mais quand il est revenu, il râlait. Je lui dis, mais tu peux râler tant que tu veux. Les jambes, elles sont débloquées. Donc, il y a eu une compréhension et ça m'a permis de travailler plus loin à ce moment-là. Mhm. Est-ce que tu aurais d'autres choses à transmettre, Benoît? Non, l'Ayurveda, quand on sera au Maroc, on prendra plus de temps à vous expliquer tout l'Ayurveda parce que c'est vaste. C'est une médecine qui est vraiment une connaissance du corps inouïe euh, et c'est très précis, hein. Mais ils se servent vraiment de tout. C'est eux qui ont, l'Ayurveda a instauré un outil qui est l'astrologie pour s'aider, qui a un autre outil, c'est le yoga pour s'aider aussi. Donc c'est vraiment très vaste comme sujet. Mais ça, on aura le temps d'en parler au Maroc. Ce que je voulais faire passer ici, c'est que vraiment la combinaison des deux thérapies est vraiment peut amener un gros plus. Et Benoît, si je peux Oui, aussi, moi, ce à quoi je pense, c'est comme les massages ont lieu le matin, je me dis aussi que on n'est pas toujours conscient des blocages qu'on a au niveau du corps. Toi, tu peux en sentir, la personne peut en ressentir d'autres. Et je me dis que le massage peut aider également à ce que le corps s'exprime, de manière à ce que quand l'après-midi arrive avec la formation d'écoute imaginaire, d'écoute intuitive, il y a également d'autres choses qui soient mises en éveil, en exergue par le massage du matin. oui, le massage va travailler. Je vais répondre tout à l'heure à Isabelle. Euh, le massage va travailler en profondeur, hein. Donc, les gens n'ont pas souvent conscience de toutes les tensions qu'ils ont, hein. Voilà. Je l'ai dit une fois à une dame, je suis votre guide touristique de votre corps. Mais c'est vrai parce que j'ai des gens qui viennent pour, ils disent, oh non, j'ai pas mal et tout, et puis ils disent, mais je ne savais pas que j'avais mal au mollet, je ne savais pas que j'avais mal dans les bras et tout. Et ça va en même temps, le corps, il va prendre toutes les émotions. Donc, n'importe quel, même inconscient, une parole qui a été dite par quelqu'un, un geste, le corps, il va tout prendre. Donc, c'est vraiment une bibliothèque. Et le massage va servir à nettoyer cette bibliothèque. Donc, il y a des mémoires, il y a des émotions qui peuvent remonter et l'après-midi qui peuvent être gérées avec Sylvain. Ouais. Et est-ce que tu Oui. n'ajouterais pas un mot? Peux-tu parler également que de la cuisine Ayurveda? Oui, parce Et qu'Isabelle, ici, en immersion, voilà. j'allais y répondre parce qu'Isabelle me demandait l'alimentation. L'alimentation, D'accord. c'est, c'est la base de la santé. Donc, en Ayurveda, la base de la santé, c'est l'alimentation et le yoga. Et donc, l'alimentation est vraiment la base de la santé. Et pourquoi? Ça va équilibrer les trois doshas, puisque chaque dosha a ses goûts, hein. Si on prend Vata, c'est amer et astringent, Pitta, c'est acide et piquant, et Kapha, c'est sucré, salé. Et donc, on a besoin de ces 6 goûts dans toute l'alimentation pour équilibrer nos doshas. Maintenant, quand il y a un déséquilibre des doshas, on va travailler si, par exemple, Vata, c'est le premier dosha qui, lui, gère tout le système nerveux, hein. Et donc, et tout le mouvement aussi, tout ce qui est mis en mouvement, donc les expulsions et les jambes. Donc, c'est vraiment le dosha le plus important. S'il y a un gros déséquilibre en Vata, on va essayer de ne plus prendre amer et astringent,
comme c'est l'air, on va essayer de ne plus prendre trop de crudité et tout pendant un moment, mais on va rajouter les épices des deux autres doshas. Donc, on va jouer avec le sucré, on va jouer avec l'acide et le piquant. Et donc, l'alimentation est vraiment importante pour l'Ayurveda. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment, encore une fois, bien écouter son corps et voir, parce qu'on peut se dire, ah ben, je vais manger léger, je vais manger des carottes râpées ce midi, comme ça, ce sera léger, je vais pas. Mais si votre système digestif n'est pas approprié pour digérer des carottes râpées, ben c'est râpé, comme on dirait. Mais, euh, donc, il faut connaître son système digestif. Si vous avez le système digestif qui est faible, il faut en tenir compte. Si le système digestif est élevé, on peut en tenir compte aussi. Et donc, l'alimentation est vraiment la base de tout. Et les épices qu'on met dans l'alimentation indienne ne sont pas là pour aromatiser comme ici. Les épices sont là pour digérer. Donc, c'est pour faire vraiment digérer les légumes ou la viande, hein, mais surtout les légumes. Donc, on va mettre, par exemple, des graines de moutarde pour augmenter le feu digestif. On va mettre le gingembre qui va augmenter le feu digestif. Le cumin, ça va équilibrer. La coriandre va aider à digérer. Le curcuma, c'est un antiseptique, donc il va nettoyer. Le lait de coco va aider à digérer. Tout ça, c'est pris en compte dans l'alimentation. Benoît, est-ce que c'est vrai que le chocolat est interdit en Ayurveda? Non, non. Il n'y a pas de chocolat en Ayurveda, les amis. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Non. Le chocolat, il vaut mieux le manger noir à 70%. Ah, je vois, il n'y a pas de chocolat. Si, si, on en mange. Si on mange au-delà des noirs, au-delà des 70%, c'est bon pour le corps aussi. Je ne sais pas si tu vois le commentaire de Joanne concernant les nadis. Alors, Ah, c'est ça. voilà. Donc, les nadis, oui, c'est bien ce que je disais, c'est les voies, comme les voies fluviales. Les chakras sont les points. Dans les points, j'ai étudié à trois endroits différents les points Marma. Euh, on n'associe pas les chakras avec les Marmas. C'est vraiment, pour eux, c'est deux réseaux différents. OK. Et les chakras sont vraiment les points centraux, hein, du corps avec toute l'énergie. Mais c'est encore autre chose par rapport à l'énergie dont on parle sur les points Marma et les nadis. Voilà. OK, donc tu as terminé? Oui, oui, on a dépassé pas Oui, mal de temps. Oui. non, non, c'est bon. Et puis, bon, là, c'est moi qui vais reprendre comment dire, je vais reprendre le contrôle de l'image, puis je vais commencer à faire ma petite présentation. Ça va marcher. Je vais mettre l'épingle. OK, voilà. Me revoilà. Alors, donc, mais j'espère que vous avez apprécié cette petite présentation du message ayurvédique. On a compris, évidemment, que c'est une présentation assez sommaire parce qu'évidemment, ben, c'est un monde en soi, le médecin ayurvédique. Puis moi, bien évidemment, je vais vous présenter un petit peu mon volet. Je vais vous parler des chakras pour commencer, puisqu'on en a un petit peu parlé avec le message ayurvédique. Puis quand j'ai vraiment commencé, moi, avec la démarche avec les guérisseurs, il y a inévitablement, je m'étais introduit moi, au massage avant même de suivre des formations avec des guérisseurs. J'avais un intérêt pour ça, parce que je me disais que c'est important de comprendre comment le corps fonctionne.
puis de comprendre comment on peut toucher le corps aussi avant d'entreprendre des soins énergétiques, des choses comme ça. Et puis évidemment, la question qui était arrivée assez rapidement, c'était le lien avec les chakras, quelque part. C'est que chez les guérisseurs, en fin de compte, le travail du toucher est moins important. On n'a pas besoin de toucher le corps, hein. On sait qu'on peut toucher le toucher, on peut faire du toucher thérapeutique ou d'équilibre de l'aura, hein. On peut évidemment aussi envoyer de l'énergie dans le corps d'une personne sans la toucher nécessairement, tu sais, en utilisant justement la pratique de la pleine conscience intuitive, où on imagine justement qu'on envoie de l'énergie dans les pieds, dans les chevilles, etc., puis on accompagne le mouvement. Donc, ça veut donc dire qu'on n'est pas obligé donc de faire un travail de massage. Puis, dans ce sens-là, le travail des chakras, finalement, qu'est-ce qu'il met en évidence? C'est que cette fameuse énergie, c'est comme si on était une centrale d'énergie, nous, puis qu'on avait 7 chakras, et ces 7 chakras-là recevaient donc des énergies cosmiques. Et ces énergies cosmiques-là étaient redistribuées à travers donc les chakras, selon chaque différents rayons, pourrait-on dire, au niveau des chakras. Et chacun des chakras, bien évidemment, selon le niveau de développement qu'on a, qui est différent pour chacun, vont être capables d'apprivoiser chacune de ces énergies-là, qui vont ensuite se redistribuer. Alors, il y a tout le concept technique là, des nadis, etc., que dans la guérison, on n'utilise pas. On en parle un petit peu. Je me rappelle qu'on en avait parlé, puis même dans les livres, on trouve beaucoup de littérature là-dessus. Mais quand on parle de travail énergétique, on est vraiment orienté sur l'idée de faire un soin et qu'on va équilibrer globalement les chakras, mais globalement aussi l'énergie vitale, les méridiens acupuncture, les nadis, etc., parce qu'on travaille sur la globalité du corps. Et que l'idée, c'est d'avoir une perception d'équilibre global du corps qui va faire qu'on va arriver à dire, ben voilà, il y a donc un soin énergétique qui a été fait. Mais des travaux qui m'ont particulièrement, que j'ai trouvé particulièrement importants, qui ont été très porteurs pour moi, c'est les travaux de Wilhelm Reich. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. C'est un psychanalyste qui est un peu comme un collaborateur de Freud, hein, de Sigmund Freud. Donc, c'est quelqu'un qui a une certaine notoriété à l'époque, hein. Sauf qu'il y a eu une volonté, lui, de faire différemment que Sigmund Freud. Sigmund Freud mettait beaucoup l'emphase sur la réflexion, sur l'idée qu'on a une tête et que tout se passait là. Là, je fais une caricature en le disant comme ça. Et puis, Wilhelm Reich lui est arrivé en disant non, non, non. Le corps, c'est très important. C'est un endroit dans lequel se dépose la mémoire, se dépose des blocages énergétiques, etc. Donc, c'était euh, très original comme discours de l'époque, hein, parce que Sigmund Freud ramenait ça vraiment à un niveau de que tout s'était dans la tête et que lui reconnaissait justement tout le principe du plaisir. Parce que William Reich abordait aussi la sexualité. Parce que finalement, pour lui, le corps pouvait vivre le plaisir. Puis s'il vivait le plaisir, ben, l'énergie circulait. Et que moins il était dans le plaisir, moins l'énergie circulait. Alors, l'idée de sa thérapie, en fin de compte, c'était de mettre en évidence que ce qu'on voit d'un corps physique, c'est une charpente musculaire qui a appris à s'autoréguler pour essayer quelque part d'empêcher ou de laisser l'énergie circuler. Donc, ce qui expliquait que des fois, on avait des blocages qui pouvaient être présents dans le corps énergétique qui étaient visibles à l'œil nu, c'est-à-dire qu'on voyait une personne, on voyait que la personne, ben, tout était bloqué dans une région de son corps. C'est-à-dire que son corps semblait relativement harmonieux, puis à un moment, il y avait une énorme congestion qui était là, qui était très apparente et qui indiquait bien que l'énergie avait stagné à cette région-là. Donc, évidemment, c'était intéressant ce que William Reich amenait, parce que ça amenait toute cette idée qu'il y a la tête et le corps. Et que dans le travail de guérison que j'avais appris, bien évidemment, pour moi, c'était exactement ça. C'est-à-dire qu'on apprend à rétablir le pont entre ce qui se passe dans le corps et ce qui se passe dans la tête. Et donc, on cherche à trouver l'harmonie. Et dans l'idée du massage, ben, William Reich, c'est intéressant. Il a développé ce qu'on appelle le massage néo-reikien. Euh, néo-reikien, je crois que c'est ça, oui, qui est basé justement sur les fameuses anneaux. Lui avait défini des anneaux dans le corps, c'est-à-dire qu'il y a des bandes finalement musculaires qui est associées au chakra en fait. Et dans ce sens-là, évidemment, il y avait quelque chose de très proche du système des chakras qu'il avait développé, ce monsieur-là. Et il avait donc appris à mettre en place des massages permettant donc de détendre ces fameuses bandes musculaires qui étaient là et qui permettaient de rétablir la circulation énergétique. Et ça m'a beaucoup intéressé parce qu'évidemment, comme je disais, c'était très proche de ce que le guérisseur faisait. Le guérisseur le faisait d'une façon moins articulée que cet homme-là. Parce que cet homme-là écrit un excellent livre pour ceux qui sont intéressés à connaître davantage son approche, c'est l'analyse caractérielle.
qui l'avait écrit. Et je te remercie, Nathalie, d'avoir mentionné le nom d'une façon plus précise. C'est Wilhelm Reich, et je l'avais peut-être pas bien prononcé. Donc, et ça, c'est donc cet homme-là, quelque part, m'a amené donc à m'intéresser donc à le massage, puis avoir des amis qui étaient dans le milieu du massage, qui m'ont proposé à plusieurs reprises de faire des soins, de faire des lectures intuitives sur des gens qui recevaient un massage et qui le donnaient. C'était super intéressant parce que dans le travail intuitif, on constatait que moi, j'avais comme les yeux fermés, les deux personnes se présentaient, moi, je ne les connaissais pas, et là, je commençais à faire part de comment la personne recevait le massage et comment la personne qui donnait le massage, bien, comment c'était quoi les échanges qui se faisaient dans le silence, toi? Moi, je le nommais en mots, mais je percevais quelque part les échanges qui se faisaient dans le silence et c'était assez fascinant. Les gens avaient beaucoup aimé cette démonstration-là. Et puis, l'intérêt pour moi, quelque part, l'intérêt pour arriver à combiner tout l'aspect intuition énergétique avec le massage, c'est que, évidemment, les travaux de Wilhelm Reich ont mis en évidence quelque part que quand on veut faire bouger, on peut faire bouger l'énergie par des soins énergétiques, mais l'aspect du toucher corporel, c'est quand même quelque chose qui travaille sur la structure musculaire et qui peut provoquer des réactions plus profondes. Le soin énergétique est en douceur, il peut déclencher des choses, puis évidemment, le toucher corporel peut aussi déclencher des choses. Donc, l'ensemble des deux mouvements, le mouvement de l'intérieur par le soin énergétique, le mouvement musculaire qui est plus de l'extérieur vers l'intérieur, vient, à mon sens, à moi en tous les cas, amener une belle combinaison pour favoriser donc la libération de l'énergie. Puis évidemment, comme Benoît le disait si bien, lorsqu'on prend le temps d'utiliser la pleine conscience intuitive pour explorer le corps d'une personne, mais qu'est-ce qu'on découvre? C'est que ce corps-là, finalement, physique qui est devant nous, qui est un corps d'os et de chair, hein, ben, ce corps-là, quand on commence à s'imprégner dedans, c'est-à-dire d'amener notre conscience à se propager, notre conscience dans l'intérieur du corps de notre partenaire, c'est là qu'on commence à constater qu'il y a des images, des sensations et des mots. Je vais peut-être prendre le temps de définir un petit peu ce qu'est la pleine conscience intuitive pour ceux qui n'y sont pas familiers, mais très simplement, c'est que le jeu du processus intuitif, qu'est-ce que c'est? C'est de reconnaître que ma conscience peut se déplacer grâce au véhicule qu'est l'imaginaire. Ça veut donc dire que moi, je peux déplacer ma conscience, puis aller visiter le pied de mon partenaire, le cheville de mon partenaire, et ainsi de suite. Et en faisant ce voyage-là, si je suis attentif à ce que je perçois, je vais constater qu'il y a des endroits dans le corps de mon partenaire qui sont très confortables, où tout semble fluide. Et dans d'autres, finalement, je vais constater qu'il y a comme c'est bloqué, c'est comme, j'ai senti des inconforts. Si je développe mon expertise, je vais constater qu'il peut y avoir même des images associées à des événements de l'enfance de la personne, à ressentir des émotions, à avoir donc des images de son histoire de vie, des images qui peuvent provenir même de son histoire familiale, qui peuvent provenir d'autres vies également. Donc, on comprend évidemment que ce voyage dans le cas de partenaire, ben, nous met en relation avec une somme d'informations qui anime le corps de notre partenaire et que cette somme d'informations ben, va venir à nous. Puis évidemment, quand on commence effectivement à interagir avec ces perceptions-là, puis à inclure le soin à travers ça, ben, c'est là qu'on commence justement à favoriser un rétablissement qui ne va pas juste toucher donc l'aspect énergétique, mais qui va également amener un équilibre psycho-émotionnel. C'est-à-dire que l'individu va commencer à sentir une forme d'apaisement qui n'est pas simplement reliée à sa chair, à ses os, qui n'est pas nécessairement relié à son énergie vitale, mais qui est associé également à sa capacité à accueillir ce qui l'anime au niveau psychologique, au niveau psycho-émotionnel. Et ça, c'est quand même intéressant. Puis Benoît, justement, disait tout à l'heure que les gens ne sont pas toujours familiers ou pas à l'aise nécessairement d'entendre des choses, hein. Parce qu'un thérapeute intuitif va parler, et s'il parle, ben, le client peut expérimenter une façon, peut se sentir envahi par l'information qui lui est donnée. Il faut savoir, puis ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant et très important de dire, que dans la démarche intuitive, on n'a pas besoin de parler. Quand on voit que quelqu'un n'est pas nécessairement réceptif, surtout dans un massage, en fait, encore plus, parce que moi, par exemple, quand je me fais masser, je n'aime pas nécessairement qu'on me parle pendant. Parce qu'à quelque part, j'ai envie de me relaxer, je n'ai pas envie qu'on vienne me solliciter constamment. Dans l'idée d'un massage, qu'est-ce qui peut être fait? C'est que dans le massage, on peut très bien se connecter avec ce qui anime on peut très bien capter les perceptions qui animent le corps de notre partenaire et on peut interagir avec ces perceptions-là. Dans la pratique de la pleine conscience intuitive, la première chose, c'est qu'on va décrire ce qu'on perçoit, ce qu'on voit, ce qu'on entend au niveau des perceptions imaginaires. Ensuite, on va interagir avec elles pour demander quel est leur message.
dans une position de témoin. Hein. Donc, on va prendre le temps de s'adresser à ces perceptions-là, qui, elles, vont nous répondre. Hein. C'est ça, finalement, le jeu intuitif. Et qu'à partir du moment qu'elles nous ont répondu, ben, on va arriver à une compréhension, normalement. Et cette compréhension va nous amener ensuite à la déprogrammation, c'est-à-dire qu'on va donner à l'énergie en question tout ce qui lui est nécessaire pour qu'elle se libère de ses croyances, de ses limitations, de ses programmations dans l'instant présent. C'est-à-dire que pendant que je fais le soin, je donne, par exemple, si je percevais dans le corps de mon partenaire une image de cette personne-là victime en tant qu'enfant, ben, je peux lui donner à cet enfant-là qui se sent victime tout ce qui est nécessaire pour qu'il ne se sente plus victime. Et la beauté de ça, c'est que la perception que je vais percevoir de cet enfant-là victime va se transformer à mesure que je le déprogramme et va me faire voir justement le potentiel évolutif qui anime mon partenaire et vers quoi il tend. Et tout ça se fait dans le silence. Donc, je n'ai pas besoin de le dire à mon partenaire. Je suis en train de faire une action thérapeutique qui touche à quelque chose de plus subtil. On est moins même dans l'énergétique, on est plus dans l'information psycho-émotionnelle, avec les mémoires qui animent l'individu, mais que plus je m'harmonise avec ces mémoires-là, bien, plus évidemment, je constate que les mémoires vont s'harmoniser au champ de mon partenaire. Hein, l'énergie vitale de mon partenaire va devenir de plus en plus fluide et harmonieuse parce qu'il y aura de moins en moins de friction, de moins en moins d'obstacles, de moins en moins de blocages, et tout va se faire de plus en plus harmonieusement. L'énergie va circuler de plus en plus harmonieusement. Donc, vous voyez que dans une pratique de massage, on n'a pas besoin absolument de le dire. Par contre, à la fin du soin, des fois, on peut très bien prendre le temps de communiquer à notre partenaire qu'est-ce qu'on a pu expérimenter pendant le soin. On peut voir comment il reçoit l'information. On peut être plus explicite, moins explicite selon comment notre partenaire le reçoit. Mais typiquement, évidemment, quand quelqu'un vient voir quelqu'un comme moi, ou quelqu'un qui utiliserait l'intuition dans le massage, bien évidemment, il y a donc une compréhension que la personne vient me voir avec cette idée qu'elle va venir se faire masser, mais qu'elle va bénéficier d'informations supplémentaires qui vont lui permettre de mieux comprendre où est-ce qu'elle en est, qui vont l'orienter, la diriger, la conseiller dans son cheminement de vie, dans sa gestion de la santé, etc., etc. Donc, c'est ça un peu que je pourrais vous dire tout sommairement. Je ne sais pas s'il y a des questions maintenant sur ce que je viens de raconter ou des commentaires ou qu'est-ce que vous voulez, des choses qui sont peut-être pas claires. Oui, Louise, vas-y. Pour ce qui a rapport à quand on fait un soin ou une lecture intuitive, euh, moi, j'ai tendance à le dire à voix haute parce que je, si l'autre personne l'entend, ça fait une deuxième personne de plus qui va se souvenir de ce qui a été dit. J'ai tendance à oublier, cancer, là, mais j'ai tendance à oublier des fois peut-être ce que j'ai mentionné. Fait que je sais, il faut que je Oui, travaille. je te comprends très, très bien. Et ça, c'est sûr que quand je te dis, moi, je vais te donner l'exemple. Je me rappelle d'une femme qui venait me voir. Elle aimait beaucoup que je lui donne de l'information intuitive. À la fin, mais elle avait envie, elle, de bénéficier du soin comme un moment de plaisir. On va l'appeler comme ça. Un moment de relaxation, de bien-être. Elle n'avait pas envie, quelque part, que je lui donne de l'information qui la aurait gardée un petit peu dans un état d'attention, tu vois. Elle avait plus envie de se relaxer, de se relâcher. Et puis, de cette façon, je lui avais dit, il n'y a pas de problème. Puis, à travers des soins comme ceux-là, on constate effectivement qu'on peut faire un travail intuitif très élaboré. C'est sûr qu'à la fin du soin, on se rappellera pas de tout en détail, mais on va se rappeler sans doute de l'essentiel. Et la personne qui accepte de ces règles du jeu-là, pourrait-on dire, ben, elle va fortement apprécier le fait qu'elle ait pu expérimenter un massage dans lequel elle a pu se relaxer, parce que quand même, le massage est quelque chose qui est une expérience sensorielle qui est plus forte que quand on fait un soin énergétique. Le soin énergétique va se faire plus en subtilité. Donc, évidemment, l'idée d'un massage avec de l'huile en plus chaude, très réconfortante, qui fait du bien, ben, ça favorise ce relâchement, cette détente. Donc, si on demande en plus à la personne de recevoir de l'information pendant qu'elle se relaxe et qu'elle se relâche, ça devient plus complexe. Ça devient presque dichotomique, hein, presque contradictoire comme situation. Donc, moi, je pense que c'est préférable à ce moment-là, évidemment, donc, de pouvoir le faire dans cette vision-là. C'est-à-dire que ce que je veux faire comprendre là-dedans, que
la lecture intuitive, la déprogrammation et les soins peuvent se faire dans le silence. Et dans le silence, on fait une action thérapeutique à ce moment-là qui fait que notre partenaire va se sentir de plus en plus en harmonie, en état d'équilibre, de paix à plusieurs niveaux. Alors que si on le fait verbalement avec la voix haute, bien évidemment, on va faire un soin de la même façon, mais on va amener notre partenaire à quelque part à participer au niveau de son mental. Et dans le contexte d'un massage, quelquefois, ça peut être davantage agréable de simplement être dans un état de relaxation et de réceptivité à ce sujet-là. Tu me suis, Louis, ça va? Oui, merci Sylvain, ça a bien du bon sens. Oui, oui. Donc, c'est ça. Et puis, donc, pourquoi évidemment l'intérêt de faire tout ça aussi, c'est que euh, l'idée de pouvoir justement faire cette démarche de pleine conscience intuitive avec le massage, c'est qu'évidemment, quand on va aborder les deux ensemble, bien, évidemment, c'est de combiner les deux pratiques véritablement. C'est-à-dire que quand on va, la première étape, évidemment, c'est se relier à la personne, se sentir son énergie vitale. Ça, c'est plus la pleine conscience intuitive. Ensuite, évidemment, on va arriver à l'étape du massage. On va toucher le corps. On va aborder donc les techniques que Benoît va enseigner. Mais pendant que ces techniques-là sont acquises, qui sont celles reliées donc au massage, on peut très bien finalement, ce que j'appelle moi, prendre des pauses pour savoir, ressentir, chercher à interagir avec l'énergie et ensuite revenir au massage. Et on peut également, pendant le massage, aussi interagir de la même façon. Donc, on peut vraiment combiner les deux pour que ça devienne effectivement deux forces qui se complémentarisent véritablement et qui permettent donc de développer une plus grande conscience de tout ce qui est fait pendant le massage et de pouvoir mieux comprendre également les raisons des endroits où ça circule moins bien, où on sent peut-être des tensions, des frictions, et donc de favoriser donc un équilibre plus en profondeur. C'est dans ce sens-là que moi, je trouve que c'est intéressant de combiner les deux approches ensemble. Est-ce que vous auriez des questions, des commentaires? Oui, Louise. Ben, j'ai deux questions, une pour Benoît, une pour Sylvain. Je vais commencer avec celle de Benoît en premier, si c'est correct. J'aimerais savoir, mon Dieu, là j'ai oublié, c'est quoi je voulais poser comme question? Euh, Ça va me revenir. Je vais poser la question à Sylvain d'abord. Mhm. C'est peut-être plus une question pour après. Je sais que dans le côté conversationnel, le côté pour exprimer ce qu'on perçoit, je sais que Sylvain, tu as beaucoup d'années d'expérience, puis c'est correct. Je travaille ça de mon côté, mais est-ce qu'il y a une technique ou une façon de pouvoir s'exprimer qui fait en sorte que on ne blesse pas l'autre personne dans nos paroles? Ben, c'est sûr que oui, je l'enseigne d'ailleurs, des rudiments de ça. Moi, ce que je te dirais, par contre, c'est que si tu as envie de développer des rudiments qui vont t'aider dans ta vie en général et qui vont également très bien s'appliquer à la pratique intuitive, c'est la communication non violente. Parce que la communication non violente, finalement, moi j'ai pris des cours là-dessus, c'est pas facile à appliquer dans le monde humain, dans le sens des relations humaines, c'est pas évident. Parce que ça demande quand même une certaine attention, puis bon. Mais quand on regarde ce que ce mec-là a voulu mettre en place, je ne me rappelle plus son nom, la communication non violente, là, mais je Zonta. trouve ça très intéressant par rapport à la pratique intuitive parce qu'effectivement, euh, la façon qu'on a de vouloir communiquer à un partenaire ne doit pas être agressive, ne doit pas être attaquante, on ne doit pas attaquer la personne, on doit lui proposer un langage ouvert. Rosenberg, merci. Et Rosenberg. on doit avoir un langage ouvert envers la personne et aussi se rappeler qu'on est trois. Hein, je reviens toujours avec ce concept du trois. Le trois, c'est moi, le thérapeute, si on veut l'appeler comme ça, mon client qui est devant moi, et la troisième personne, c'est la référence intuitive. C'est très important d'être à trois. Pourquoi? Parce que la référence intuitive, elle est tout le temps là pour me donner me protéger d'une certaine façon. C'est pas moi, Sylvain, qui te parle, Louise, c'est la référence intuitive qui me dit des choses. Et comme elle me dit des choses, ben moi, je te demande des confirmations parce que je ne sais pas.
tu vois? Et c'est là, quelque part, que ça devient beaucoup plus facile, une communication comme celle-là, que quand on est dans un mode où on dit tu es comme ça, Louise. Tu vois, ça, c'est vraiment le mode de communication qui est le moins approprié. Hein, quand on ferme la discussion en disant t'es comme ça. Alors, quand on dit on est quelqu'un qui est comme ça, ben, l'autre personne reçoit ça comme une agression. Donc, évidemment, le discours ouvert, c'est le discours justement où on tend à tendre la main de notre partenaire et à lui faire comprendre que ce qu'on cherche à mettre en place, c'est plutôt comme une danse avec elle et que cette danse-là on n'en est pas le maître. On est simplement celui qui propose des mouvements, qui propose des rythmes, mais la personne, elle peut très bien se dire non, non, moi, ce rythme-là ne me convient pas. Elle a toujours le choix. Et ça, c'est très important que notre partenaire le ressente. Puis, un des pièges aussi là-dedans, qui est très important dans la communication face à une autre personne, c'est lorsque l'autre personne le reçoit mal, quelles que soient les maladresses qu'on peut avoir, même si on n'est pas maladroit même, et quelqu'un peut mal interpréter l'information, puis elle peut se sentir attaquée. Et évidemment, si elle se sent attaquée, elle peut nous attaquer. Et si on se sent attaqué, on peut vouloir attaquer aussi de nouveau. Alors là, on tombe dans une espèce de piège d'ego. Et ce piège d'ego-là, évidemment, il faut, dans la mesure du possible, évidemment, être très attentif à lui pour toujours se rappeler que dans la démarche intuitive, on a un témoin. Le témoin, qu'est-ce que c'est? C'est cette fameuse troisième personne. C'est-à-dire que moi, j'ai une information intuitive qui est là, je t'en parle, mais je ne sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Confirme-moi. Puis évidemment, avec de l'expérience, on comprend aussi que la personne ne va pas toujours avoir envie de confirmer des choses qui sont justes parce qu'elle va peut-être se sentir mal avec ça. Donc, souvent, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va reprendre l'information, puis on va la présenter complètement différemment. Et là, on laisse de l'espace pour que la personne nous dise si elle se reconnaît ou pas à ce moment-là. Tu vois, on essaie d'éviter l'affrontement, parce que l'affrontement, c'est vraiment pas la meilleure façon de procéder pour échanger avec quelqu'un. Et dans la démarche intuitive, ce que je dirais aussi, c'est que moi, personnellement, j'ai vu ça énormément chez les thérapeutes intuitifs. Bon, quand j'étais très jeune, ma mère allait voir un voyant et ce voyant-là était vraiment, c'était un Français, je dois le dire. Non, non. Mais c'était un Français, mais il était un mec que j'aimais bien. Il m'aimait bien aussi, je constatais aussi, parce qu'il me gardait beaucoup plus de temps que tout le monde, en tout cas. Mais ce mec-là était vraiment pas fin psychologue. En même temps, il y avait l'intelligence, il y avait une finesse dans ses regards, puis dans ses analyses, mais il se prenait un peu comme pour un autre. Et il avait une tendance à dire à des gens, par exemple, une de mes tantes, il avait dit, Madame, vous avez raté votre vie. Oh. Alors, moi, je ne sais pas, mais un truc comme ça, même si c'était d'un point de vue intuitif une vérité, par exemple, je trouvais que c'était inadmissible de communiquer ça de cette façon-là à quelqu'un. Euh, et c'est dans ce sens-là, évidemment, que ça, c'est là qu'on voit que dans la démarche intuitive, souvent, le thérapeute intuitif se prend au sérieux, puis se donne le pouvoir. Le pouvoir lui permet de parler aux gens d'une façon qui ne sont pas correctes. Et ça, je pense que c'est important d'être attentif à cette idée que justement, on n'est pas Dieu le Père, on peut se tromper, la personne qui est avec nous, elle veut être aidée. On n'est pas là pour se faire insulter ou se faire bousculer par nous. On doit chercher justement à collaborer avec elle le mieux possible. C'est pas toujours facile, mais c'est ça un peu l'idée. Je ne sais pas si je réponds à la question, Louise. Oui, merci, Sylvain. Je me suis souvenu de la question pour Benoît. Oui. Pour une personne, soit masculine ou féminine, d'un certain âge, mettons 80 et plus, et qui ont une consistance physique un peu littéralement tordue, j'aime pas utiliser ce mot-là, mais euh, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose pour aider à la redresser avec des massages marmots, mettons? Pour redresser le corps ou pour... Oui. Alors ça, c'est pas les marmas, c'est les points de tension, hein. Donc, c'est les tensions musculaires. Donc, en Ayurveda, enfin, moi, je suis passionné par les muscles parce que je pense que tous les muscles, euh, euh, tant qu'ils sont tendus, on a des problèmes de santé. Donc, un muscle relâché va laisser passer l'énergie, va laisser passer le sang, va aider la lymphe à circuler. Et un muscle tendu va aussi compresser tous les os. Donc, on va avoir de l'arthrose, on va avoir le dos qui s'affaisse, hein, qui se courbe, parce qu'il y a des tensions musculaires. Et donc, on va travailler sur
la détente musculaire. Alors, des personnes au-dessus de 80 ans, généralement, on n'insiste pas trop parce que elles ont déjà un âge, mais je vois que ça peut aider vraiment. Est-ce qu'un ostéopathe, dans un certain sens, ferait une version plutôt occidentale d'un massage de point de marmot? Non, non, non. L'ostéopathe, il va redresser les os, il va aller remettre l'os en place. Euh, mais je prends l'exemple toujours, c'est que quand on est sur un voilier et qu'on a la baume du voilier au milieu, s'il y a un cordage qui est plus tendu que l'autre, on peut remettre la baume au milieu, ça va repartir vers le cordage qui est tendu. Donc, la même chose, l'ostéopathe, tant que les muscles sont tendus, les os vont repartir. Et ici j'ai la chance, j'ai deux ostéopathes ici dans le village. Quand ils voient qu'ils n'arrivent pas, eh ben, ils m'envoient les clients. Et quand je sens que c'est bon, ils retournent chez eux. Parce que les muscles sont trop tendus. Les points Marma, c'est vraiment un autre enseignement. Là, on a d'abord le massage à voir et qui va libérer les tensions musculaires, l'énergie et les gens, quand ils repartent d'un massage, c'est vraiment, ils sont plus zen, hein, parce qu'il y a les angoisses qui sont un peu parties. Il y a, un rééquilibrage à l'intérieur aussi. Et tant qu'on est en équilibre, il n'y a plus rien qui peut se passer, quoi. Les marmas, pour répondre à une question qui était plus haut, ce sont des points d'impact. Effectivement, avant, il y avait les guerriers dans le Tamil Nadu. Il y avait les guerriers qui connaissaient les points marmas parce qu'il y en a deux, trois qui sont mortels. Il y en a d'autres qui sont paralysants, hein. Des médecins euh, dans leur examen, ils doivent paralyser une poule et puis la remettre sur pied après. Donc, ils vont appuyer sur le cou de la poule et la poule se couche et puis ils réappuient et la poule se relève. Et ben, les guerriers, c'était comme ça. Ils tapaient, ça paralysait, puis les médecins arrivaient vite et ils remettez le point. Ça s'appelle des points d'impact. Ce sont des points dans l'énergie, mais ce n'est pas euh, ce qu'on va étudier au Maroc. Les points Marma, ça prend 4-5 jours, hein, donc ce n'est pas là. On va étudier déjà la Vianga, qui est le massage complet du corps. Mais avec le massage complet du corps, on va déjà passer sur ces points, mais on va aussi surtout dénouer tout. Parce que les points Marma, comme disait quelqu'un ici au-dessus, ce sont des carrefours entre les nerfs, les os et les muscles. Mais si les muscles sont tendus, ça va comprimer. Et donc, la détente musculaire est vraiment très, très importante pour la santé. Merci Benoît, entre un massage de marmot et un massage Abhyanga, quel qui est le plus bénéfique? C'est complètement différent. Donc, la Byanga va aller détendre la personne, va aller détendre les muscles. Les marmas, ça va. Si on fait juste les marmas, les 100 et 7, ça dure 1 heure. Et là, ça va détendre aussi et ça va redonner l'énergie. Et ça dépend de la personne quand elle arrive. J'en fais un tous les 3 mois de massage que de marmas. Pour le moment, je masse beaucoup plus en Abhyanga et pour aller apaiser un sciatique, pour aller débloquer une épaule, pour aller travailler sur des tendinites.
Et ça débloque en même temps les autres points. Merci, Benoît. Merci. J'aurais une question. Oui. Ça serait pour Sylvain. Euh, je ne sais pas si j'ai bien compris, Sylvain, tu parlais de faire une pause pendant le massage pour comme faire la PCI, pour poser les questions, puis déprogrammer, tout ça. Je veux savoir si j'ai bien compris que c'est la J'ai pause dit, qui non, arrêterait le massage pour le faire, non? oui, effectivement, j'ai dit, ça serait évidemment, le maître de massage pourrait me confirmer si c'est possible ou pas, mais évidemment, c'est-à-dire qu'on peut prendre, c'est-à-dire que le massage, à quelque part, peut se faire, tu sais, tantôt, je reviens par rapport à l'ostéopathie, par exemple, pour faire un lien avec ce que je vais dire, c'est que on peut très bien faire un massage à quelque part qui était physique. On peut également mettre sa main pour ressentir, par exemple, ce qu'on appelle le, je ne sais pas comment l'appeler parce que je ne me rappelle plus le nom. C'est respiratoire, c'est le mouvement primaire respiratoire. En ostéopathie, ils constatent que quand on met la main sur le corps, on constate qu'effectivement, on ne parle pas de respiration respiratoire, on parle vraiment d'une respiration, c'est-à-dire que le sang et les influx nerveux et tout ça font que quand on met la main sur le corps d'un être vivant, on sent quelque part la vie, tout simplement. Et si on prend le temps de promener notre main sur le corps d'une personne, on constate qu'il y a des endroits qui sont plus vivants que d'autres, qui indiquent donc à quelque part que ces régions-là sont, les fascias sont moins appropriées. Et dans la pratique intuitive, bien évidemment, il y a une technique qui s'appelle la dynamisation des fascias, hein, qui cherche justement à rétablir ça. Mais je fais ce lien-là pour faire comprendre que le massage très physique peut également je pense que je ne me trompe pas avec Benoît là-dessus, c'est que le massage peut être très terrestre, on peut le rendre beaucoup moins dense dans le mouvement. Et dans ces moments-là, bien évidemment, on peut prendre le temps aussi de faire une action plus énergétique pendant un soin, ça serait une option possible. Mais là, je vais demander à Benoît la confirmation. Et Ben, oui, moi je commence ben, toujours, j'expliquais à une élève, je donnais cours, et je trouvais qu'ils allaient, et ils me disent, mais les gens ont mal. Mais je dis, mais vous y allez trop fort. On ne peut pas aller très fort en profondeur, on ne peut pas aller en profondeur dans les premiers massages d'abord, il faut vraiment. Et plus le massage est léger, plus on travaille sur d'autres couches que le physique. Après, on pourra travailler un peu plus sur le physique, mais il faut travailler d'abord, comme dit Sylvain aussi, euh, plus sur les aspects énergétiques, mais assouplissement des muscles en même temps. Joanne, tu Donc, avais une autre question? il ouais, y a différentes pressions et c'est vraiment l'intuition est très très importante. Ça, j'ai compris en Inde, il y a 50% de théorie, mais il y a 50% ou voire même plus d'intuition. Joanne, tu avais quelque moi, chose à j'ajouterais, ajouter? ouais, j'ajouterais un commentaire en tant, mettons, que je serais la cliente sur la table en train de se faire masser. Ben, je ne sais pas comment le dire, là, mais autant Sylvain, toi, mettons, t'aimes pas que la personne te parle parce que tu veux dans le silence. Ben moi, si la personne cesse de me toucher pendant un massage, pour moi, c'est comme une coupure. C'est comme s'il y Ah, aurait une oh, coupure, puis j'aimerais pas ça. Puis je vais te dire pourquoi, parce que moi, j'ai une de mes grandes amies qui elle me fait souvent des massages, puis j'avais remarqué qu'elle lâche jamais le corps, même si elle s'étirait pour aller chercher son huile ou n'importe quoi, elle gardait toujours le contact. Puis ça, j'avais demandé à un moment donné, puis j'avais compris parce qu'elle ne coupait jamais le lien. Puis ça, c'est quelque chose que j'appréciais énormément. Fait que moi, t'as dans raison. mon cas, moi, j'aurais de la misère, ça me ferait une coupure pour moi. Pire que Mais moi, parler même. je t'ai pas parlé de coupure, par contre. Toi, tu me parles de coupure, mais Non, dans l'idée de. je sentirais comme une coupure, Sylvain. C'est pour ça que j'ai dit, je sais pas comment le dire. Oui, mais Moi, parce c'est ça, que en ce que tant que tu parles, cliente. tu me parles comme si j'avais dit aux gens que j'allais me retirer du massage. C'est pas le cas. Je reste très bien connecté avec la personne, mais je peux prendre, par exemple, tu vois, je masse, puis après ça, je m'arrête. Puis je prends le temps de regarder qu'est-ce qui se passe, puis de faire un soin énergétique plus spécifique à cet endroit-là. Donc, il y a moins de mouvement, il y a moins de massage comme tel, mais il y a quand même on garde contact avec la personne. Parce que je suis d'accord avec toi, quand on masse quelqu'un, on ne peut pas se permettre de la toucher puis de pas la retoucher, puis tu sais, de faire des va-et-vient comme ça devient même, la personne se pose des questions, puis ça devient stressant pour elle. Ça, je suis d'accord avec toi là-dessus. Mm. Ben, en tout cas, au moins, tu peux peut-être garder un contact physique pendant que tu fais comme Ah, absolument. ta pause.
Tout à C'est fait. juste que c'est moi, ça. Mais même dans le soin C'est énergétique, je moi. te dirais que c'est la même chose. Moi, c'est ce que je dis à mes étudiants, hein, que quand on fait un soin énergétique, on doit toujours garder un contact avec la personne. Sauf que, tu vois, je dis ça, maintenant, ça amène un autre élément, la présence. Parce que si tu ne fais pas si tu fais un soin de toucher thérapeutique, par exemple, de dire un soin de l'aura, c'est-à-dire que tu ne touches pas le corps, ou que tu restes au pied de la personne et tu ne touches pas le corps, par exemple, tu vois, ben, la personne, qu'est-ce qu'elle va, elle pourrait se dire, mais c'est un malade, il ne fait rien, puis hein, je suis en train de perdre mon temps. Mais c'est là que la notion de présence est importante. Puis dans le massage, il y en a beaucoup question aussi de ça. Être présent, être présent, c'est pas être ailleurs. Tu vois, être présent, c'est être là. Et quand on apprend justement avec la pratique de l'enracinement à déplacer justement notre conscience énergétique vers notre partenaire, puis être présent auprès d'elle tout le temps, ben même si on ne la touche pas, la personne, elle sent. Elle n'est pas inquiète parce qu'elle sent une présence. Elle sent quelque part que la personne l'enveloppe, elle est là, elle est connectée avec elle, tu vois. Et ça, c'est vraiment important. Et dans certains soins que je fais, une des choses les premiers exercices que je propose pour faire une lecture sur un partenaire, souvent, c'est une situation comme celle-là qu'on va découvrir, c'est-à-dire que lorsqu'une personne, on la touche pas, puis qu'elle se sent enveloppée par nous, puis qu'à un moment donné, pour des raisons X, Y, Z, la personne se sent comme ailleurs, puis elle perd le contact avec la personne le ressent. Elle se sent mal. Mon Dieu, j'ai l'impression que tu t'es parti. Et elle se sent même, il y a des émotions des fois qui vont se vivre, hein, des émotions assez fortes même qui vont se vivre lorsque les gens brisent cette espèce de relation, même si c'est pas dans le toucher, c'est uniquement dans la conscience, dans la présence avec l'autre. Ils ont brisé cette présence-là et ça fait que la personne se sent mal émotionnellement parlant. Tu comprends? Oui, dans le fond, c'est comme un se dissocie pas de l'autre. Parce que forcément, quand elle fait le massage physique, elle est dans la présence. Je comprends très bien ce que tu Oui, dis. puis Si elle change ça me sa fait penser à présence, ça. même si ça me touche, je vais le sentir quand même. Puis moi, je vais te dire une chose, le massage, j'aime bien me faire masser, mais si quelqu'un, ça m'est arrivé à un moment, il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis fait masser par quelqu'un, je ne parle pas de Benoît, là, écoute, je blague, parce que j'aime bien les massages de Benoît, mais cette femme-là, elle m'avait massé. C'est une femme, je ne sais pas si, et c'est là que ça touche quelque chose d'intéressant, je pense que c'est une femme, et puis comme je suis très beau, puis très attrayant, elle avait sans doute senti un désir sexuel envers moi. D'ailleurs, c'est déjà arrivé avec Benoît, c'est aussi ce genre de situation-là. Je blague. Euh, mais cette situation-là fait que la personne, en tout cas, je la sentais pas présente. Elle était comme, elle faisait le massage, mais elle n'était pas là. C'est un peu comme quelqu'un qui est super professionnel, mais qui ne met pas son cœur, qui ne met pas son énergie dans le soin. Et quand ça m'arrive, ce genre de situation-là, je le sens, puis j'aime pas me faire masser de cette façon-là parce que je sens que la personne, elle n'est pas présente. Et tu vois, c'est dans ce sens-là que cette notion de présence, être présent avec la personne, c'est quelque chose qui n'est pas juste d'être là puis de dire je la masse, c'est aussi de donner mettre de son cœur, tu vois. Et c'est là que ça touche vraiment à la notion de énergétique et intuitive aussi à ce moment-là. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Donc, Merci. ben, merci à toi, merci à chacun. Donc, si vous voulez bien, on va passer à l'étape suivante, qui serait donc la présentation du stage. Nathalie, tu pourrais peut-être te faire cette étape-là, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Présentation du stage, bah, vous l'avez fait, présentation du voyage, Oui. Je vais te mettre c'est ça? je vais te mettre avant pour tout le monde, Donc, hein. comment ça s'organise? Oups, excusez. Ah, je ne sais pas pour quelle raison que tu es petite. Ouais. Je t'ai mis devant, mais tu es petite. L'écran est petit. Ah oui, je sais pas. C'est peut-être le mien qui est. Ah, c'est bizarre. OK, mais ça, c'est pas grave. Hmm. Mais oui, ici, on avait aussi parlé du fait que j'allais présenter comment moi je vous ai rencontré. Ah ouais, c'est vrai. Enfin, parce que l'anecdote est intéressante également. Donc, ce voyage formation, il est né quand même d'une très belle synchronicité. D'abord, par la re-rencontre avec Benoît. Moi, je connaissais Benoît, je l'avais rencontré il y a une dizaine d'années, quand il avait organisé justement une conférence à Liège avec Sylvain, conférence à laquelle j'avais assisté. Et puis j'ai revu Benoît lors d'une journée, ça on a oublié d'en parler l'autre jour, lors d'une journée de massage
où je participais également. Et donc, ça, c'était une autre personne qui nous avait réunis durant cette journée. C'était pas un massage Ayurveda, mais un massage Yin Tsung. Et puis, ici, dernièrement, j'ai eu Benoît de nouveau dans mon champ de vision, je dirais, par deux personnes interposées. Deux personnes, une qui voulait venir au Maroc et une autre avec qui, normalement, un voyage devait se faire. Et donc, je suis rentrée en contact avec Benoît parce que j'ai appris qu'il voulait créer cette formation, ce stage formation au Maroc. Donc, j'ai pris contact avec Benoît et je lui ai exposé notre lieu pour lui dire, ben voilà, nous, on a un lieu ici au Maroc qui pourrait très bien convenir pour un stage de ce type. Et donc, on a repris contact, on a discuté, etc. Et là, j'ai compris qu'en fait, c'était un stage formation avec Sylvain Bélanger. Je dis, ah, mais ça, c'est tout à fait étonnant. Parce qu'en fait, quand j'avais été voir Sylvain à Liège, j'avais pris rendez-vous avec Sylvain. Ça n'a pas toujours été facile, mais voilà. J'avais pris rendez-vous avec Sylvain pour une séance, à l'époque, ça s'appelait Écoute imaginaire. Ça me parlait vraiment beaucoup, beaucoup. Et donc, j'ai eu cette séance. Donc, à mon avis, c'était au printemps 2014 avec Sylvain. Et à l'époque, c'était l'écoute imaginaire en passant sur les différents endroits du corps qui correspondent plus ou moins au chakra. Et ce que j'avais retenu de cette séance-là, à l'époque, en 2014, était en fait ce que je vivais, donc la partie du présent de mon époque, de cette époque-là, et ce qui se référait à retenu les éléments suivants qui s'adressaient, qui étaient donnés par rapport au chakra supérieur. Et alors, c'est plus ou moins à l'été 2017 que je retrouve cet enregistrement et que je le réécoute, enfin que je l'écoute pour la première fois. Donc, je passe évidemment plus vite sur les chakras inférieurs. Bon, là, ok, ça, je m'en souvenais. Mais alors, quand on arrive au chakra de la gorge, etc., à ce moment-là, j'ai vraiment été complètement scotchée. J'ai vraiment presque un choc. En tout cas, j'étais dans l'émotion très, très vive. Parce que ce que j'entendais en 2017, c'était donc ce qu'avait vu, avait ressenti Sylvain. Et donc, il me parlait de voyage en Afrique et de connexion avec un pays plus particulièrement. Il n'a pas cité le Maroc à l'époque, quand même pas, mais bon. Et que j'allais faire de nombreux allers-retours entre ce pays et la Belgique. Et qu'il allait y avoir une relation peut-être de type commercial entre les deux pays. Et ensuite, là où ça devient encore plus intéressant, c'est qu'il disait, oui, et tu vas construire une maison. Il faut savoir que je travaillais comme architecte aussi, hein, donc j'ai travaillé comme architecte pendant longtemps. Et tu vas construire une maison, mais une maison qui va être un peu particulière, et ce sera une maison qui va accueillir des gens d'un peu tous les horizons, une maison vraiment ouverte aux autres cultures, quoi. Non seulement on mélange déjà la culture européenne et la culture marocaine, mais là, c'était vraiment créer cette maison. Et il a nommé, vraiment nommé, en disant cette maison, ce sera une maison universelle. Je bute encore sur le mot parce que c'est quand même très très fort, quoi, de créer cette maison qui va accueillir des gens, cette maison universelle. Il faut savoir que notre écologe, il s'appelle en berbère Tigmi N apostrophe Dunit. Tigmi, c'est la maison, et c'est la maison de la vie, ou une autre signification, c'est la maison de l'univers. Et ce nom, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est Ahmed, c'est mon mari qui l'a trouvé. Et je ne lui ai pas parlé de cette séance, absolument pas. Mais là où les choses se connectent, c'est également avec le nom. Et donc, le fait de pouvoir accueillir et Benoît et Sylvain dans notre maison, notre écologe, est quelque chose qui est passionnant, qui est vraiment étonnant et qui est aussi une belle alliance. On parlait de l'alliance Ayurveda et lecture intuitive. Et là, c'est un troisième point par rapport qui vient renforcer cette alliance. Et je me ferai juste une parenthèse par rapport aussi à ce que ce que j'ai fait comme formation.
parce que donc j'ai travaillé 30 ans comme architecte, j'ai eu mon propre bureau spécialisé dans les matériaux écologiques et la structure bois. Mais pendant, allez, je dirais 12 ans, 13 ans, j'ai fait beaucoup de formations, dont des formations en toucher thérapeutique, en massage, en rééquilibrage énergétique. J'ai fait une formation de 2 ans en communication non violente. J'ai fait du chant védique, j'ai fait de l'atelier de la voix et encore d'autres choses. Du feng shui également, je me suis spécialisée dans le feng shui. Et tout ça, tout ce dont parle et Benoît par rapport au massage et Sylvain par rapport à l'énergétique, par rapport à la communication et tout ça, viennent également renforcer, enfin, viennent me titiller par rapport à ce stage, quoi. Donc j'ai des notions de ces éléments-là également, mais je ne les ai pas pratiqués professionnellement. Voilà. Ça, c'est un élément de présentation. L'autre élément de présentation, donc, moi, je suis devenue organisatrice de voyage spécialisée dans le Maroc. Et donc, Oulino Voyage vient prendre en charge, vient vous prendre en charge. Donc, je vais connecter ma batterie. Voilà. Et donc, Oulino Voyage, il vous prend en charge de l'aéroport d'arrivée à l'aéroport de retour. Donc, au niveau du voyage, on vient vous chercher à Ouarzazate. Et puis, on vous conduit ici, à la maison d'hôtes, l'écologe, pour la formation du stage. On a décidé que, bon, on est au Maroc, c'est une formation. Au milieu de la formation, on propose en fait une journée d'excursion. Et cette journée d'excursion, c'est un peu pour se détendre, pour aller marcher, pour discuter aussi ensemble en dehors du contexte de la maison et de l'écologe, et de la formation, pardon. Et c'est une balade qui va se faire de la maison à pied vers les champs de la vallée d'Idadès, qui est très très belle et qui est aussi au niveau vibratoire avec des éléments intéressants. Ensuite, on va continuer la formation, on revient ici, on continue la formation pendant quelques jours et puis on propose soit de terminer le séjour par Ouarzazate, soit de le continuer par une visite de Marrakech, d'aller 2 jours, enfin 3 jours, 2 nuits à Marrakech. Ça, c'est un peu brièvement la structure du voyage, quoi. Ici aussi, par rapport à l'écologe, l'endroit où on va vous accueillir, il y a un point qui était important que je voulais souligner tout à l'heure, on parlait de l'alimentation et de Benoît. Ici, ce sera, pendant toute la formation, ce sera évidemment de la cuisine ayurvédique aussi. On cuisinera en fonction des informations que Benoît va nous donner. Voilà, je ferai des cours de cuisine ayurveda accélérés. Et Benoît viendra de toute façon nous aider également dans cette organisation-là. Donc, vous serez vraiment en immersion totale dans l'Ayurveda avec l'alimentation. Et aussi, donc, je parlais, donc, j'ai été architecte, et puis, quand on a commencé à construire cet écologe, on a décidé de travailler également avec les matériaux locaux et la terre crue. Donc, c'est un continuum quand même de ma partie architecte intéressée par les matériaux écologiques. Donc, en fait, ce sont des bâtiments. Tous les bâtiments ont été construits en terre crue et avec une structure bois au niveau des plafonds. Donc, ce sont aussi un lieu qui a une certaine vibration. Parce que dormir dans la terre, c'est pas dormir dans du béton, c'est totalement différent. Donc, ça permet aussi un autre repos, ça permet une connexion aux fréquences du lieu aussi, quoi. Qu'est-ce que je peux ajouter? Oui, voilà, nous on est arrivés ici en 2017 et on a acheté une parcelle de désert. Il restait 2 tout petits oliviers et grâce à la permaculture, beaucoup d'observations, beaucoup de soins, beaucoup de travail, beaucoup d'amour aussi, on en a fait cet écologe qui maintenant, on a planté plus de 600 arbres. Donc ça devient une oasis de verdure également et de tranquillité où on vient essayer d'apporter aussi un peu de biodiversité dans ce coin de désert. Je ne sais pas si je peux encore ajouter beaucoup de choses, mais je n'ai pas envie d'être trop longue non plus sur la présentation des différentes choses.
Je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous voulez que j'étaye l'un ou l'autre point. Ah, je n'entends pas. Louise a une Oui, question. Est-ce que, d'accord. avez-vous une adresse de site web ou quelque chose comme ça pour voir un peu en plus en détail qu'est-ce que vous offrez? Ici, on a l'adresse du site Oulinou Voyage, oui, tout à fait, sur laquelle il y a une petite section concernant les colloques. On n'a pas encore de site pour les colloques. Ah, OK. Pouvez-vous le mettre dans le chat, l'adresse? Oui, tout à fait. Oui, oui, avec plaisir. Tous les voyages que nous organisons et qui concernent soit les retraites ou les voyages initiatiques, ils ne sont pas tous repris sur le site, en fait, hein. Parce qu'il y en a qui sont complets avant d'aller sur le site. Et donc, à ce moment-là, je ne les mets pas sur le site. Est-ce que c'est de votre côté ou si c'est mon ordinateur qui fait le bip bip? Non, c'est le mien. Pardon. Euh, je vais... Voilà, c'est le disque dur. Ça va comme ça? Oui, Merci. c'est mieux, effectivement, oui. Ouais, Donc, merci. est-ce Ouais, que je vais tu avais faire d'autres choses attention. à ajouter? Non, merci. Donc, écoute, moi, j'avais pensé finalement, je te remercie en tout cas, Nathalie, hein. Puis j'avais pensé de terminer avec bon, s'il y a des questions, mais je pense qu'on a déjà fait pas mal le tour, mais je pensais faire une démonstration pour terminer. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aurait envie de. Il y a Isa qui était rapide, là. J'ai même pas eu le temps de réagir, qu'elle est déjà là. Isa, est-ce que tu as un thème que tu voudrais que j'aborde? Oui, bonjour. Ma question serait s'il y a des fragmentations de mon âme et s'il y a des parties dissociées qui n'arrivent pas à revenir à la maison, pour ainsi dire. Ok, tu fais référence aux pertes de l'âme, c'est ça, Oui, à travers la pratique chamanique. oui, Je peux prendre exactement. glisser un mot parce que j'ai pas quelque chose que j'avais pensé même peut-être présenter tout à l'heure, mais bon, c'est sûr que c'était peut-être moins approprié. Mais dans le chamanisme, on part du principe qu'il y a une forme de, il y a des morceaux de l'être que nous sommes qui se perdent quelque part suite à des traumatismes. En psychologie moderne, on appelle ça des énergies dissociées. Puis, puis moi, j'aime bien le mot énergie dissociée parce que la perte de l'âme fait référence à une partie de nous-mêmes qui se serait perdue. Mais en fin de compte, qu'on constate dans une pratique intuitive, c'est que plusieurs parties de nous-mêmes qui peuvent être fragmentées aussi. Il n'y a pas juste qu'une partie. C'est pour ça que je trouve que c'est plus intéressant, sans doute, d'avoir cette vision d'énergie dissociée parce que dans un propre champ énergétique, on peut avoir plusieurs facettes de soi qui sont pas en accord avec nous-mêmes. Donc, je vais prendre le temps de regarder un petit peu globalement ton énergie, puis je vais te dire qu'est-ce que je perçois, ça va? Oui, parfait. Tu vois, la première chose que je te dirais, c'est au niveau de la région de la gorge. C'est dans cette région-là, du moins, que je perçois l'énergie qui ressort le plus. Euh, Tu sais, c'est un peu comme quelqu'un qui pourrait me dire, j'en ai marre de me casser la gueule. Toi, de me casser la gueule, ça veut dire finalement de me mettre en danger. Me mettre en danger, c'est, tu sais, qu'on dit mettre la charrue avant les bœufs. Ça se dit, ça, je pense, aussi pour les Européens. Je ne sais pas si vous êtes européen, en fait, je ne sais même pas. Mais mettre la charrue avant les bœufs. Donc, c'est un peu comme se mettre en danger parce que justement, on se lance dans quelque chose qui n'est pas encore suffisamment enraciné ou comme pas suffisamment de base pour être capable de se sentir en mesure de le faire. Je ne sais pas si vous me comprenez par rapport à ça. Je dirais que oui. Je vais vous écouter davantage. Oui, OK. Donc, évidemment, dans la pratique intuitive, donc là, ça, c'est le constat qu'on fait. Après ça, je vais faire une action énergétique et de déprogrammation à la fois en même temps pour voir un peu comment ça va bouger, puis je vais vous dire. Puis ensuite, je vais demander à Benoît comment il verrait le massage par rapport à ça pour qu'on mette en évidence un peu cette notion de combinaison. Donc,
Tu vois, la chose qui me surprend un peu par rapport à la perception que j'ai de toi, Isabelle, c'est le désalignement. Le désalignement, c'est-à-dire que le corps, ben, on a deux jambes, puis les deux jambes, ben, si on dépose sur le sol, puis on a une certaine stabilité parce que on est comme ça. Et c'est comme si je sentais que de ton côté, il y a quelque chose de désaligné par rapport à ça. Ça, c'est une première chose que je sens, puis c'est relié. euh, à mon sens, à moi, quand je cherche à rétablir ça, c'est comme la colère que je perçois. La colère, ben, c'est comme quelqu'un qui devient très en colère parce qu'elle se rend compte justement qu'elle n'a pas appris à être. On lui a pas enseigné à prendre sa place, puis elle a pas pris sa place non plus. Donc, il y a un énorme besoin, il y a une manifestation de. Tu sais, tantôt, tu me parlais de perte de l'âme, mais moi, je te dirais que ce que tu as à récupérer, c'est sans doute ton énergie de colère. Alors, l'énergie de colère, on pourrait dire que c'est négatif, c'est pas bien d'être en colère, etc. Mais l'énergie de colère, c'est de l'énergie dans un premier temps. Puis cette énergie-là, évidemment, de colère, qu'est-ce qu'elle nous indique? Elle nous indique qu'il y a des événements dans notre vie qui peuvent nous perturber ou qui peuvent nous déranger, et que plus on prend le temps d'apprivoiser cette énergie-là, ben plus effectivement elle devient, mais elle devient comme on s'harmonise, on entend quelque part l'insatisfaction qu'on a, on l'exprime, et parce qu'on l'exprime, mais ça nous permet de changer, de tourner la page, de passer à autre chose, tu vois. Je ne sais pas si tu me suis par rapport à ça. Oui, je dirais qu'en ce moment, j'ai l'impression au moins de la gérer beaucoup mieux. J'étais plus impulsive avant et je travaille beaucoup sur la régulation émotionnelle en général, mais la colère, en fait, elle revient effectivement de manière plus ou moins subtile et cycliquement pareil. Mhm. Je vais peut-être demander, puisque évidemment c'était juste une petite démonstration, mais peut-être Benoît, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aurais à nous dire là-dessus? Faut que tu mettes le micro, hein, si t'es pas, ton micro est fermé. Voilà. C'est intéressant. Il y a plusieurs choses. Au niveau de la colère, l'Ayurveda, il dit de créer, donc de faire de l'artistique, ou aller se promener les pieds dans la rivière, parce que ça va prendre. Maintenant, au niveau massage, il y a peut-être au niveau du cœur, ça doit être bloqué. Il y a peut-être des tensions musculaires au niveau du dos, au niveau de la tâche du soutien-gorge. Peut-être qu'elle sent un peu renfermée plus là. On irait travailler ça. Les points colère, c'est souvent au-dessus des fesses, c'est sur l'os iliaque, hein. Il y a deux, trois points qu'on peut aussi débloquer qui vont aider à libérer toutes ces mémoires. Maintenant, il faut voir l'aspect est-ce qu'elle est pita? Est-ce que Isa a un corps un peu comme normal? Les Vata, ils sont très maigres. Enfin, maigres. Ils ont la chance, ils peuvent manger ce qu'ils veulent, ils ne prennent pas. Les Kaphas sont un peu plus enrobés et les Pitas sont normaux. Un peu comme Sylvain, un petit peu plus enveloppé même. Et si elle est Pitta, la colère fait partie de son dosha. Et là, on ne sait rien faire. Il faut juste l'adopter. Mais en massage, donc, on va aller masser au niveau du bas du dos, hein, pour voir, et voir un petit peu pour débloquer au niveau de la cage thoracique. OK, je te Pour remercie. redescendre ça. Donc, évidemment, c'est juste pour montrer un peu, bon, de quelle façon, quelque part, que les deux voient, hein. Donc, l'information intuitive, évidemment, là, c'est comme sommaire, ce qu'on a fait, Isabelle, avec toi, hein, bien sûr, mais ça donne une idée tu sais, comme moi, ce que je vois, évidemment, c'est que dans le soin, bien évidemment, puis dans ce sens-là, Benoît dit un peu la même chose, c'est de chercher à redescendre l'énergie, à faire redescendre l'énergie parce que ça, la colère, c'est quelque chose qui monte. Alors là, évidemment, ce qu'on va chercher à faire, c'est la faire descendre pour te permettre justement de te reconnecter avec tes jambes, avec l'enracinement, avec la capacité à te tenir debout, à remettre la charrue euh, devant les bœufs et non pas, c'est ça, voilà. Je ne sais pas si vous me comprenez, je pense que je suis pas en train de me mélanger. Oui, oui. Moi, c'est ça, oui. Alors, c'est ça un peu que je pourrais dire là-dessus. Donc, Isabelle, ça va? Oui, ça va. Donc, si je comprends bien,
une meilleure gestion de la colère ou meilleure acceptation et ouverture envers cette émotion-là pourrait contribuer au retour des parties dissociées de moi. Oui, puis c'est surtout associé à l'idée de je prends ma place. Tu sais, je prends ma place, c'est que être en colère, c'est par exemple de dire ah ben on ne me donne pas ma place. Je peux me mettre en colère parce qu'on ne me donne pas ma place. Maintenant, si je prends ma place, c'est une autre attitude. Tu vois, c'est pas la même attitude. On ne me donne pas ma place et j'attends quelque chose. Si je prends ma place, je la prends. Je ne l'attends pas. Et ça, c'est là que je pense que c'est là que tu as quelque chose à travailler là-dessus, je dirais. Parfait, merci beaucoup. Bienvenue, bienvenue. Il y a, Donc, oui. euh, les médecins en Inde aussi pratiquent beaucoup le pranayama. Le pranayama, ça va calmer la personne. Du stress, ça va recentrer aussi. Et donc, sur Internet, il y a pas mal de personnes qui ont mis des séances de pranayama. C'est la respiration, hein. Et ça, déjà, pour réancrer, c'est bien, en commençant seul, hein, déjà, à faire ça. Oui, puis il y a la cohérence cardiaque qui a un peu cette, qui est une modernité par rapport au pranayama, mais c'est vrai que ça peut être ça. Mais toi, tu n'enseignes pas ça, le pranayama, Benoît? Tu ne proposes pas ça dans tes enseignements? Non, mais je peux le faire. Je OK, veux. OK. D'accord, d'accord. Écoutez, donc c'était un peu ce que nous avions à proposer. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Il restait peut-être que, bon, pour ceux qui seraient intéressés, pour faciliter l'inscription, non, moi je vais vous envoyer donc le document complet qui vous présente le stage, si ça vous intéresse, qui aurait lieu donc en décembre, en fin novembre, début décembre, au Maroc, et dans lequel donc il va y avoir donc la présentation de l'ensemble de l'enseignement qui va être proposé, de tout ce que ça comprend et tout ça. Puis, vous aurez également les prix, tout ça. On fait une réduction de 150 euros d'ici le 27 juin. Donc, il y a une possibilité, là, d'ici le 27 juin, vous avez une remise de 150 euros sur le programme en question. Les prix, donc, actuellement, c'est 2070 € pour le stage, la couchette et tout ça. Bon, en fin de compte, c'est peut-être préférable que vous ayez voir sur le document qui vous permettra de... Ah, bon Dieu, excusez-moi, j'entends des voix me demander. C'est incroyable maintenant, c'est de l'intelligence artificielle qui se met en place, là, qui part comme ça. J'ai mon iPad à côté de moi, puis je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais j'ai déclenché quelque chose qui fait qu'une voix s'est mise à se mettre en fonction. Donc voilà. Donc, ceci dit, tout simplement pour vous dire que si je vais vous envoyer le programme, ça va être plus simple, vous allez pouvoir voir toutes les informations, tout ce que ça comprend et tout ce que ça ne comprend pas également. Et puis, donc, vous avez 150 euros de réduction d'ici le 27 juin pour ceux qui sont intéressés. Vous avez l'opportunité de communiquer avec moi ou Benoît ou bien Nathalie, évidemment. Vous avez maintenant le site de Nathalie. Vous pouvez communiquer avec moi. Benoît aussi, peut-être si tu as ton mail, si jamais tu peux l'inscrire dans le chat avant qu'on termine. Est-ce qu'il y aurait des choses que j'ai oubliées, Nathalie Benoît? Non. Non, les mails Non, sont non. sur l'inscription, hein, sont sur le programme. C'est vrai? OK. OK. C'est bien. Donc, vous allez recevoir ça, vous allez recevoir le Ouais. replay de toute façon de notre entretien. Et puis, là, je vous enverrai les liens pour découvrir le stage d'une façon plus approfondie. Si ça vous intéresse, mais ça nous fera plaisir de vous accompagner dans ce stage-là. Il y a Louise qui avait une question. Oui, Louise. Il faut lui Oui, débloquer. oui, merci. C'est la question pour Benoît. Je voulais juste savoir au niveau des doshas, est-ce que ça se peut que les doshas peuvent changer avec les années d'expérience de vie? Faut pas dire de l'âge, là, mais Alors, notre propre constitution ne change pas, mais on peut avoir une influence. C'est-à-dire que de 0 à 25 ans, on est sous l'influence Kapha, de 25 à 65 de l'influence Pitta, et après 65 ans sur l'influence Vata. Mais normalement, notre propre constitution euh, ne change pas. ah, OK. Merci. Et le médecin, il va prendre votre pouls, il va aller en profondeur pour aller chercher vraiment
la constitution de naissance, c'est son maître étalon pour voir la constitution que vous avez aujourd'hui, qui change tous les jours. Le Prakruti, c'est la constitution de naissance, mais le Vikruti, c'est la constitution d'aujourd'hui. Vikruti, ça veut dire déséquilibre. On est en permanence en déséquilibre, mais il faut avoir un étalon, voir d'où on part parce que chacun a une constitution différente. Donc, il va se baser sur la vôtre. Et avec le côté ayurvédique, merci pour la réponse, Benoît. Pour le côté ayurvédique, est-ce que c'est seulement l'alimentation, les massages, ou est-ce qu'il y a une autre façon de... Parce que je sais qu'avec la PCI, la pleine conscience intuitive, on travaille beaucoup les émotions, puis souvent, c'est les émotions qui causent des blocages. Fait que est-ce qu'il y a un autre quelque chose au niveau ayurvédique dans cette lignée-là? Alors, comme j'expliquais, les médecins étudient aussi la philosophie dans leur médecine générale, philosophie et psychologie, pour pouvoir parler et comprendre les personnes. C'est mon docteur indien, je crois. C'est soit mon docteur indien, soit mon médecin indien. C'est une Parisienne qui avait été se faire soigner du cancer du sein là-bas. Et on montrait un peu comment ils abordaient justement le cancer en Ayurveda. Et tous les jours, il y a quelqu'un qui venait parler avec elle pour aller chercher les causes, pour aller chercher la base. Donc, un peu comme Sylvain le fait. Merci. OK, donc on va s'arrêter ici, c'est bon? Oui. À moins qu'il y ait des questions. C'est bon, merci. OK, donc ben, je vais vous souhaiter une belle fin de soirée, belle fin d'après-midi pour les gens du Québec. Et puis, donc, je vous envoie ça, moi, d'ici 48 heures, le lien, donc le replay de la conférence, et puis les informations sur le stage. Donc, si ça vous intéresse, ben, vous pouvez reprendre contact avec l'un ou l'autre, ça me fera plaisir. Donc, ben, je vais vous souhaiter donc, des beaux moments d'ici la prochaine fois qu'on se revoit. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au plaisir de vous rencontrer. De même. Bon.